Bonjour, mon nom est Maë Boisvert et je suis étudiante en médecine à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fasciite nécrosante. La fasciite nécrosante est une infection rapidement progressive du fascia et des tissus sous-cutanés. Je vous rappelle que le fascia est une couche de tissu conjonctif recouvrant les muscles. La fasciite nécrosante est une urgence chirurgicale puisqu'elle a un taux de mortalité élevé, soit de 35%. La fasciite nécrosante est la grande majorité du temps une infection polymicrobienne. On dit alors qu'elle est de type 1 et on peut retrouver des bactéries anaérobes, du streptocoque pyogène, des entérobactéries et des anaérobes facultatifs. La virulence de ces bactéries est synergique, ce qui explique l'agressivité particulière de cette infection. Le type 1 se voit surtout chez les patients présentant un facteur de risque tel qu'une immunosuppression, soit par atteinte du diabète, d'un cancer ou du VIH, par insuffisance vasculaire, alcoolisme ou transplantation d'organes. Un autre facteur de risque est l'introduction de bactéries au niveau du tissu sous-cutané et du fascia par abrasion, injection, morsure ou piqûre d'insectes, ou par chirurgie abdominale et périnéale. L'obésité constitue également un facteur de risque. La fasciite nécrosante de type 2 est une infection monomicrobienne, le plus souvent à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Ce type constitue 5% des cas, peut toucher les individus sains et s'attaque principalement aux membres. Les bactéries se propagent dans les tissus sous-cutanés le long des fascias profonds et superficiels. L'infection des structures profondes entraîne une occlusion vasculaire, de l'ischémie et ainsi une nécrose des tissus. Lorsque les nerfs superficiels sont atteints, il se produit une anesthésie locale caractéristique de la fasciite nécrosante. Une septicémie s'installe par la suite et le patient tombe éventuellement en choc septique. Le diagnostic d'une fasciite nécrosante peut être difficile à faire, puisqu'initialement, le patient peut sembler très bien portant. Il faut donc avoir un haut taux de suspicion. Les premiers signes sont souvent un abcès ou une cellulite rapidement progressive avec une histoire de trauma mineur récent, de piqûres d'insectes ou d'injections. Un contact avec une personne présentant une infection à streptocoque, telle une pharyngite, doit également être recherché. Un des symptômes les plus caractéristiques d'une fasciite est une douleur hors de proportion par rapport aux trouvailles cliniques. Au cours des heures et des jours suivant le début de l'infection, la douleur peut s'atténuer et faire place à une anesthésie locale en raison de la dénervation. D'autres trouvailles à l'examen physique incluent de l'édème, de l'érythème et possiblement l'apparition de vésicules. Aussi, il faut rechercher de l'emphysème sous-cutané à l'examen puisque certaines bactéries produisent des gaz s'accumulant sous la peau. Les trouvailles plus tardives sont une hypotension, de la tachycardie, de la fièvre et une gangrène cutanée. Il faut également garder en tête qu'il peut y avoir dissémination de la maladie sur des parties du corps non adjacentes. Lorsque la fasciite est localisée au niveau du scrotum ou du périnée, on parle alors de gangrène de Fournier. Chez l'homme, elle débute avec du prurite, une sensibilité et un érythème local. Le scrotum grossit jusqu'à plusieurs fois son diamètre normal. L'apparition de plaques de nécrose cutanée se fait rapidement en raison de la minceur de la peau sur cette partie du corps. Chez la femme, la peau au niveau du périnée est plus épaisse et l'infection progresse donc comme sur toute autre partie du corps. Pour ce qui est des investigations à faire, il faut garder en tête que le taux de mortalité est très élevé. Aussi, il a été prouvé que ce taux est directement proportionnel au temps qu'il faut pour amener le patient au bloc opératoire. Ainsi, le diagnostic demeure principalement clinique et le traitement chirurgical ne doit en aucun cas être retardé pour des investigations si le taux de suspicion est élevé. Un bilan de base, des hémocultures et un gaz artériel sont toujours indiqués. S'il y a une collection de liquide dans les tissus sous-cutanés, une ponction, guidée sous échographie si nécessaire, peut être faite pour analyse et culture. Pour les cas plus ambigus, un système de pointage a été créé. Il s'agit du score du LRINEC,
soit le Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis, qui a une spécificité de 94% et une valeur prédictive négative de 99%. Le score se base sur les valeurs de protéines C réactives, de leucocytes, d'hémoglobine, de créatinine, de glycémie et de natrémie. S'il est plus grand ou égal à 6, le risque que le patient présente une fasciite nécrosante est très élevé. Une autre valeur de laboratoire pouvant être perturbée est la créatinine kinase. Une forte élévation de ces cas est vue tardivement dans la maladie lorsqu'il y a atteinte et nécrose des muscles. Pour ce qui est de l'imagerie, il est possible de voir de l'air dans les tissus sous-cutanés à la radiographie. Le CT scan et l'IRM sont toutefois à privilégier puisqu'ils sont plus spécifiques et permettent un diagnostic assez rapide de la fasciite nécrosante. Toutefois, je me répète, comme le pronostic dépend de la rapidité de l'intervention, lorsque la présentation clinique est assez suggestive d'une fasciite nécrosante, aucun test de laboratoire ou d'imagerie ne devrait retarder le traitement. Le traitement d'une fasciite nécrosante, comme je l'ai expliqué précédemment, se doit d'être rapide et agressif. Lorsque le patient est reçu à l'urgence, une demande de consultation en chirurgie, en infectiologie et une admission aux soins intensifs se doivent d'être faits rapidement. En effet, le traitement repose sur 3 points cardinaux: un traitement chirurgical, une antibiothérapie et un support hémodynamique. Du côté chirurgical, un débridement extensif du tissu nécrotique est impératif jusqu'à ce que l'on arrive à du tissu sain. Le tissu nécrotique ne saigne pas et en pratiquant une incision, il peut s'en écouler un liquide que l'on qualifie de dishwater. Vu la rapidité de la progression et la mortalité associée, une amputation doit être rapidement envisagée si nécessaire. En débridant, il faut faire un prélèvement pour analyse afin d'identifier les germes en cause. L'antibiothérapie généralement administrée est une combinaison de pénicilline G et de clindamycine. Une antibioprophylaxie peut être prescrite à la famille proche et au personnel médical ayant eu une exposition significative, par exemple un contact avec des sécrétions respiratoires. Un isolement de contact doit également être mis en place. En conclusion, il faut retenir que la fasciite nécrosante est une infection très rapidement progressive et mortelle, dont la principale caractéristique est une douleur hors de proportion par rapport aux trouvailles à l'examen physique. Un débridement extensif, une antibiothérapie à large spectre et une réanimation hémodynamique agressive sont les éléments essentiels pour la survie du patient. La fasciite nécrosante est une urgence chirurgicale que tout médecin doit connaître et garder en tête pour faire un diagnostic rapide.